Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une question pour toi. Tu en as marre de ton conseiller financier? Ouais, un peu. Ça te gonfle ses conseils en investissement pas ouf et qui lui remplissent les poches de frais à tout va? Ça, c'est le pire. Peut-être que ce n'est pas ton cas et que tu veux simplement être autonome dans tes analyses d'actions? Évidemment. Si ça se trouve, tu découvres cette chaîne et tu te demandes si le contenu est bon? Alors ne perdons pas plus de temps. Allons-y. J'étais à 2 doigts de raccrocher, mec. Suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu écouteras t'aidera dans ton parcours d'investisseur. Cette vidéo va être dédiée aux ratios financiers. Si tu veux être autonome et prospérer dans tes investissements, tu es obligé de les connaître tous et savoir comment les interpréter. Attends, pas si vite, avant d'aller plus loin et de t'en montrer plus sur le sujet. Je te conseille de cliquer sur la petite fenêtre qui s'affiche en haut de l'écran. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo pour savoir comment filtrer les actions et pouvoir par la suite appliquer ce que tu vas découvrir dans celle-ci. T'es prêt? Alors continuons. J'ai fait beaucoup de recherches pour te donner le plus de valeur possible condensée dans cette vidéo qui fait une suite parfaite à la précédente. Tu auras les clés qu'il te faut pour peaufiner et rendre tes investissements les plus sûrs que possible. Un conseil? Prends de quoi noter. Sous tes yeux, tu as un tableau de la valeur intrinsèque. Tu as les principaux ratios que tu peux sélectionner pour avoir sous différentes perspectives la valorisation d'une société et son potentiel de croissance future. Tu as ici le PER moyen de chaque secteur. Ce sont des moyennes du marché américain. Le marché européen aura quant à lui d'autres moyennes, que ce soit plus hautes ou plus basses. Tu peux comparer tes actions ou celles que tu as sous surveillance et examiner si les chiffres sont inférieurs à ceux que je te montre maintenant. Pour savoir si un PER est bon, tu peux te baser sur la liste que je t'ai montrée précédemment. Ou alors, si nous prenons dans l'histoire, un bon chiffre est 15. Mais le mieux reste de se baser sur des chiffres actuels et comparer avec la moyenne du secteur désiré. Le PER permet aussi de savoir en combien de temps nous serons remboursés de notre investissement. Exemple, tu as une action avec un PER de 6, cela peut traduire que dans 6 ans, tu auras gagné ton investissement initial. Suivons avec le PEG. Comme pour le PER, tu as ici la moyenne de chaque secteur, concernant uniquement le marché américain. Prends en note ou compare-les directement avec les actions que tu as sous surveillance. Le PEG ratio a la caractéristique de prédire la croissance future d'une société. Tous les ratios ne doivent être comparés qu'à la moyenne de leur secteur. C'est la meilleure façon de trouver des actions de qualité et sous-évaluées. Bref, il en va de même pour le PEG. Historiquement, il y a un chiffre qui sort comme étant une référence et c'est 1. Inférieur à 1, on considère qu'une action a un fort potentiel par rapport à sa valorisation. L'inverse, si une action a un chiffre supérieur à 1, il vaut mieux se baser sur des chiffres actuels et sûrs. Le ROCE n'est pas un ratio où l'on fait une moyenne en général. Le mieux pour comparer avec d'autres actions, c'est de sélectionner les leaders de chaque secteur. Ici, nous avons les 11 leaders des 11 différents secteurs des États-Unis. En théorie, un rendement des capitaux employés de 20% ou plus est bon. Fais-toi l'image de ce que je vais t'expliquer pour mieux comprendre ce ratio. Il détermine combien une entreprise génère de cash avec des capitaux employés. Donc, si ce ratio est de 20%, avec 100 $ utilisés, elle génère 20 $, ainsi de suite. À présent, voyons ensemble le ratio ROE. Vous avez sous vos yeux toujours les leaders américains de chaque secteur avec la valeur de leur ratio en pourcent. Le ROE est un indicateur qui mesure la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Il permet de mesurer la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir des fonds investis par les actionnaires. Plus ce ratio est élevé, mieux c'est. Nous pouvons retrouver un chiffre général qui peut être correct, qui est la valeur de 20%. Plus grande est la valeur et mieux c'est. Nous reprenons le même système que pour le ratio précédent. Maintenant, abordons la marge brute. Tu peux voir la moyenne des marges brutes de chaque secteur. Plus elle est élevée, plus une entreprise pourra créer un fossé entre ses concurrents et elle-même.
La marge brute est un calcul simple. C'est le bénéfice d'une vente par rapport à son achat ou fabrication. Je te donne un exemple. Tu as une entreprise comme Tesla qui vend un nouveau modèle à 100 000 $, mais son coût de production est, quant à lui, de 20 000. Ce qui donne 80 000 $ de marge commerciale. En pourcent, ça revient à une marge brute de 80% pour chaque voiture identique vendue. Comme suite logique, la marge nette. La marge nette, aussi appelée marge bénéficiaire nette, représente le bénéfice net après impôt divisé par le chiffre d'affaires. Plus ce chiffre est élevé, plus la société arrive à générer du cash flow et peut l'ajouter ensuite à sa trésorerie, le réinvestir pour croître ou le céder à ses actionnaires sous forme de dividendes. Une marge nette bien gérée est très importante. Si une entreprise a une marge brute de 50%, mais que la marge nette est de 7%, tu peux déjà soupçonner un problème quelque part. L'entreprise a peut-être beaucoup de dettes à rembourser ou alors ne gère pas du tout comme il faut son argent. La marge nette d'une entreprise, c'est comme de l'épargne pour une personne. Si en fin de chaque mois, tu es à zéro et tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, c'est que la gestion de tes finances fait défaut. Voyons maintenant un autre facteur capital, la dette sur capitaux propres. C'est à quel point une société s'endette. Pour avoir une entreprise qui ne rencontrera pas de problème majeur pour rembourser ses dettes, tu peux garder en tête 0,75. Ce qui veut dire que l'entreprise est endettée à 75%, ce qui lui laisse une marge d'exécution de 25%. C'est un simple exemple. Le mieux est de trouver les sociétés ayant des chiffres meilleurs que les moyennes que je t'ai montrées. Plus le chiffre se rapproche de zéro, et moins l'entreprise a de dettes importantes par rapport à ses liquidités. Une entreprise n'ayant pas ou très peu de dettes ne fait pas faillite. Ne l'oublie jamais. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Il ne reste plus qu'un dernier ratio, le price to book. Le price to book est un ratio financier utilisé pour comparer la valeur marchande actuelle d'une entreprise à sa valeur comptable. Plus le chiffre obtenu est petit, moins bien l'entreprise sera évaluée du point de vue de sa valeur. Donc si nous obtenons un chiffre comme par exemple 0,9, cela nous indique que la société est sous-évaluée. À l'inverse, si le chiffre est au-delà de 2, la société est surévaluée. Imagine que tu veuilles acheter une société. Tu trouves une petite boulangerie à côté de chez toi qui te plaît. Tu t'intéresses à ses bénéfices puis la valeur à laquelle tu peux l'acheter. Tu vois qu'elle est valorisée à 300 000 $, tandis que tes calculs pour obtenir la réelle valeur de l'entreprise s'élevaient seulement à 235 000 $. Dans l'idée, cette boulangerie aurait un price to book supérieur à 2. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras apprécié son contenu. Si tu penses que les investissements peuvent changer la vie de quelqu'un, n'hésite pas à la partager autour de toi. Si tu veux le deuxième épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À ton succès financier.